Les conditions de Vladimir Poutine, elles sont tombées peu de temps avant le début de cette émission, alors que Washington attend toujours le fameux mémorandum de la Russie pour la paix. Nos confrères de l'agence Reuters révèlent plusieurs conditions dictées par le chef du Kremlin en personne avant toute discussion. Reuters cite 3 sources liées aux négociations à l'origine de ces révélations. Parmi ces conditions, regardez l'engagement écrit que l'OTAN arrête son expansion à l'Est, neutralité de l'Ukraine, levée des sanctions, fin du gel des avoirs russes et protection des russophones en Ukraine. Valeria Faure-Munten, ça ressemble étrangement à ce que l'Amérique pourrait accepter, et ça ne doit rien au hasard. On parlera de l'Ukraine, bien évidemment, parce que pas sûr que du côté de Kiev, on apprécie véritablement les propositions. Ces derniers jours, d'après Trump, Poutine commençait à l'agacer. Donc c'était le moment propice pour eux de se positionner comme étant volontaires pour la paix. Donc clairement, effectivement, cette liste de courses pourrait convenir à Trump, qui sera ravi d'engager des pourparlers sur ce sujet. Maintenant, qu'est-ce que ça engage ? Qu'est-ce que veut dire la neutralité de l'Ukraine ? C'est-à-dire pas d'Union européenne non plus ? L'OTAN, on sait que de toute façon, les membres de l'OTAN ne sont pas convaincus que l'Ukraine dans l'OTAN soit une idée géniale. Et même si les Ukrainiens ne sont pas tout à fait d'accord avec le reste du monde, les Otaniens, ça reste quand même une évidence que étendre l'OTAN jusqu'aux frontières russes n'est pas une solution. Maintenant, qu'est-ce que veut dire la neutralité ? Qu'est-ce que veut dire protéger les russophones ? Est-ce que ça veut dire ce que Poutine essaie de faire accepté à l'Ukraine depuis le début, c'est-à-dire désarmement total de l'Ukraine. Est-ce que ça veut dire changement de gouvernement avec un gouvernement paritaire pour protéger les russophones et donc des pions de Poutine à la tête du pays ? Le diable se cache dans les détails. Tel que rédigé, c'est très joli sur le papier. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment on le met concrètement en œuvre ? Et puis, en l'occurrence, pourquoi l'Ukraine devrait subir des dommages au-delà de celles qu'elle a subies matériels et humains, en plus des dommages politiques ? Donc, ça sera difficilement acceptable si Poutine essaie de pousser ces points d'importance de guerre, c'est ce qu'il cherche depuis le départ, c'est-à-dire la neutraliser l'Ukraine, mais autant qu'entité indépendante. Alors Marianne, il ne faut pas non plus passer à côté de la levée des sanctions et le fin du gel des avoirs russes. Oui, bien sûr. Ça, c'est une demande russe depuis longtemps. Mais quand on voit la liste de courses là aussi, on a quand même envie de dire qu'il y a pas beaucoup de choses de nouveau là-dedans, parce que l'OTAN, c'était effectivement un point de non-retour. Puis il y a beaucoup de flou, effectivement. Alors la levée il y a les avoirs russes, il y a effectivement les sanctions. La Russie, même si elle est en économie de guerre actuellement, elle a quand même beaucoup de mal. Ça a quand même fait beaucoup de mal à l'économie russe, même si on a dit que on se souvient que Bruno Le Maire nous disait, oui, non, mais ça va faire énormément de mal à la Russie. Elle s'en est bien sortie, mais parce qu'elle est aussi en économie de guerre. Ça, il faut pas l'oublier. Mais moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est on fait quoi des territoires occupés là en ce moment par les Russes ? Parce que ça, il en est absolument pas question. Or, c'était un gros point de blocage. Il y a la Crimée aussi, parce que là, les Ukrainiens sont ok pour dire on gèle pour le moment le front, mais on en rediscute après. Là, il y a rien. Et puis justement, le diable se cache dans les détails. Protection des russophones en Ukraine. Et là aussi, je vous rejoins. Ça veut dire conserver ces territoires. Oui. Vous les connaissez bien. Vous allez assez sur le terrain pour le voir. Exactement. Mais c'était une des causes entre guillemets de Vladimir Poutine pour l'invasion en Ukraine. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ces territoires ? On les laisse aux Russes, avec justement en disant mais c'est des territoires qui russophones, donc on les annexe et on reste sur place. Ça va créer un problème. Il y a trop de flou là-dedans. Alexandre Négrus, Poutine continue. On parlera de Donald Trump et de ses menaces à peine voilées hier. Ça, c'est une façon quoi ? De gagner du temps, d'amuser la galerie, ou tout simplement de dire voilà à quel point la Russie ne veut pas la paix ? En recontextualisant, on sort d'une séquence de négociations qui ont accouché d'une souris, qui ont été un échec, c'est-à-dire que la condition du cessez-le-feu n'a pas été acceptée par Poutine, et pour cause, il souhaite poursuivre la guerre. Je crois qu'aujourd'hui, Donald Trump cherche aussi une porte de sortie, tout simplement, quitter ce conflit d'une façon convenable pour son propre électorat, par rapport à son propre parti, et se concentrer sur d'autres projets prioritaires selon la politique étrangère américaine. Donc on est face à un moment extrêmement dangereux pour les Ukrainiens, puisque parmi certaines conditions exigées par Poutine, où je suis d'accord,
c'est invariable, ça ne change pas depuis le début. Et derrière la neutralité de l'Ukraine, il faut lire aussi la neutralisation de l'Ukraine. La vassalisation. La vassalisation de l'Ukraine, et c'est un projet politique qui n'est pas abandonné par Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'on parle des territoires actuellement occupés. De manière générale, Vladimir Poutine prépare aujourd'hui sa guerre d'Europe. Et le positionnement, le comportement de Donald Trump de manière générale lui convient très bien. Il attend que Trump se désengage pour ensuite être confronté face aux Européens, fracturer l'OTAN, fracturer le pilier européen de l'OTAN. Et puis on verra aussi tout à l'heure dans ce LCI midi le fait que l'armée russe se prépare à une grande offensive sur l'Ukraine. Laura Pouget vous donnera d'ailleurs tous les détails. Alors, avant de revenir sur le coup de pression de Donald Trump à Vladimir Poutine, on va commencer par cette déclaration, c'était ce matin également, de Volodymyr Zelensky. Zelensky d'ailleurs qui doit rencontrer, visite officielle en Allemagne, le nouveau chancelier Merz, qui est très en point d'ailleurs sur cette guerre et sur cette offensive face à la Russie. Alors vous allez voir, c'est sur un fond de moquerie, notamment vis-à-vis de Vladimir Poutine. Appel ce matin à une réunion tripartite pour parvenir enfin à un accord de paix. Écoutons le président ukrainien. Nous sommes prêts au format Trump-Poutine-moi. Si Poutine n'est pas à l'aise avec une réunion bilatérale, ou si tout le monde souhaite une réunion trilatérale, cela ne me dérange pas, je suis prêt à tout format. Sur le qui-vive, Moscou et notamment le Kremlin répond au président ukrainien. Vous allez voir que, étrangement, la porte n'est pas totalement fermée, mais comme d'habitude avec les Russes, il y a un certain nombre de conditions. Il n'y a aucun changement dans la position concernant la possibilité fondamentale d'une telle rencontre. Mais une telle rencontre devrait être le résultat d'accords concrets entre les deux délégations dans différents domaines. À cet égard, notre position n'a pas changé. Alors, oui, mais, et le mais est d'importance, Valérie. C'est un accord de principe systématique. On n'est pas opposé parce que de toute façon, sinon Trump commencera à nous taper sur la tête. Donc, on n'est jamais opposé à rien. Cependant, ce ne sera pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Donc, on fixe nos conditions. C'est le principe russe depuis le début des négociations qui, effectivement, n'ont jamais abouti à rien d'intéressant. Et l'échange de prisonniers qu'on nous a montré, et tant mieux d'ailleurs que les Ukrainiens prisonniers de Russie sont rentrés au bercail, c'est des choses qui se produisaient déjà dans des proportions moins importantes, mais il y a toujours eu un dialogue et des échanges de prisonniers. Et ça, c'est autant un plus pour les Ukrainiens que pour les Russes. Donc là, l'Ukraine n'a rien gagné. C'est le seul avantage pour le moment, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Et en l'occurrence, l'Ukraine n'a toujours pas les réponses à ces questions. C'est-à-dire, quid de sa sécurité à long terme, quid de sa reconstruction, qui payera tout cela, quid effectivement des territoires occupés aujourd'hui, Crimée y compris. Il n'y a tous les points que l'Ukraine souhaite mettre sur la table des négociations, aucun d'eux n'est abordé aujourd'hui et elle n'a de réponse à aucune de ces demandes ou à aucune de ces questions. Donc on a l'impression toujours que l'Ukraine est en position pas de victime mais d'agresseur qui signe un armistice aux conditions des puissants qu'est la Russie avec la pression américaine à côté. Donc effectivement Trump a montré son mécontentement ces quelques derniers jours sans pour autant commettre des actes allant avec sa fureur. Ce qu'Emmanuel Macron lui avait conseillé de faire d'ailleurs. Alors on réécoutera le président de la République. Alors, non pas la fureur, la pression, on va en parler, du président américain. Petit coup de semonce quand même, c'est gradué, on monte d'un échelon, c'était hier. Écoutons cet agacement et ce début de menace, on va dire ça comme ça, mais vous me donnerez votre avis dans un instant, du président américain. Ce que Vladimir Poutine ne réalise pas, c'est que sans moi, la Russie subirait beaucoup de très mauvaises choses. Et je veux dire très mauvaises. Il joue avec le feu. Alors, Alexandre, comment vous interprétez ces propos du président américain ? Là encore, je crois honnêtement que c'est un habillage, parce que s'il y avait vraiment une volonté de faire plier Poutine, les Américains se seraient réengagés de manière considérable en faveur des Ukrainiens. C'est-à-dire que le centre de gravité ukrainien, au sens clovitzien du terme, c'est cette unité américaine et européenne qui n'existe plus aujourd'hui fondamentalement et totalement. Quand il a fallu tordre le bras des Ukrainiens
Trump était beaucoup plus robuste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même sur le renseignement satellitaire, il a ralenti, il a mis à exécution une menace avant de reprendre. Là, pour le moment, vis-à-vis de Poutine, il y a certes cette montée du ton qui est graduée, mais sans effet concret vis-à-vis de Poutine, qui lui reste impassible. Donc, il y a les déclarations et derrière, il y a les actes, et les actes, pour le moment, ils ne sont pas là. Mais ce qu'il dit là, en substance, le président américain, c'est je suis le producteur de la Russie. C'est-à-dire que sans moi, la Russie de Poutine serait en difficulté. Donc, ou vous arrêtez de faire ce que vous faites, ou sinon, je lâche les chevaux. Et voilà, parce qu'on pourrait même parler de ce qui se passe au Congrès aux États-Unis avec ces surtaxes qui sont envisagées. Mais voilà. Trump apparaît un peu comme le garant de la sécurité, entre guillemets, de Poutine. Pas sûr que ça suffise, mais... Alors, Trump joue un double jeu. En l'occurrence, effectivement, publiquement, il met la pression à l'Ukraine. Publiquement, il suspend à un moment donné le renseignement. Publiquement, il n'accepte toujours pas la proposition du sénateur de taxer à 500% tous ceux qui contournent les sanctions russes. Mais en même temps, en coulisses, il a donné son aval pour pour livrer des armes et l'autorisation de ces armes-là à être tirées sur le territoire russe depuis le territoire ukrainien. Parce que Merz l'a dit, on arrête la limite de la portée parce que ces armes-là avaient des composants américains et donc sans l'aval des Américains, il était impossible de l'accorder, même si les Français, les Britanniques et les Allemands étaient plutôt pour. Donc ils ont eu l'aval en coulisses. Donc finalement, ce petit double jeu, et c'est là la menace. Il y a effectivement... les sanctions économiques... et Trump accepte de livrer des armes à condition que l'Ukraine les paye maintenant. Mais il accepte en tout cas, c'est officiel. Il a son propre jeu économique aussi en interne et il doit satisfaire ses électeurs. Mais en l'occurrence, il essaye de valoriser Poutine sur la scène internationale du point de vue diplomatique en lui donnant les lauriers et en acceptant quasiment tout ce que Poutine veut publiquement. Il met la pression sur l'Ukraine, mais à la fois le soutien militaire, l'autorisation de frappe de longue portée, c'est pas anodin comme décision. Et donc là, je pense qu'il parle à la fois des sanctions potentielles et à la fois des livraisons d'armes en disant attention Vladimir Poutine, si tu continues à me prendre pour un abruti, moi je vais lâcher les chevaux. C'est exactement. On verra le seuil de tolérance, de résistance du président américain. Alors vous allez voir qu'à Moscou, il y a toujours ceux qui pondèrent, notamment du côté du Kremlin, où on essaye toujours, quand Donald Trump semble s'énerver, de le calmer. Et il y a les jusqu'au-boutistes, ceux qui veulent toujours aller plus loin. Il existe, mesdames et messieurs, une branche dure aux côtés de Vladimir Poutine, de ceux qui trouvent que le président russe est un mou dans cette guerre en Ukraine. Regardez ce qu'a déclaré Dmitri Medvedev, vice-président quand même du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, sur ses réseaux sociaux. Il menace de troisième guerre mondiale. Alors Marianne, ça peut faire rire, mais comme je le disais, malheureusement en Russie, il y a des gens qui poussent le Kremlin et d'autres à aller beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Oui, alors Dmitri Medvedev, faut bien savoir qu'il a plus beaucoup d'influence, parce que tout le monde sait justement qu'il est connu pour ses propos outranciers, pour être justement jusqu'au boutiste, de parler de nucléaire. C'est toujours lui qui remet sur le tapis le nucléaire. Donc en fait, on lui laisse son téléphone portable en fait pour s'amuser un peu, pour tweeter. Et bon, mais en fait, il a plus beaucoup d'influence. Néanmoins, Vladimir Poutine l'utilise, c'est clair, pour brandir cette menace. Lui, il se met à l'écart. Medvedev, on l'écoute plus beaucoup, mais c'est quand même Medvedev qui parle, évidemment, parce que là, Poutine, il a plus beaucoup d'arguments par rapport à Donald Trump. Mais quand on voit les menaces de Donald Trump, moi j'ai quand même envie de dire, on a l'impression de revivre Pierre et le Loup, quoi, parce que c'est tout le temps des cris, oui, il est complètement fou, il joue avec le feu, mais derrière, pour le moment, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est vrai. Donc, ce qu'attendent maintenant les Ukrainiens, c'est qu'il y ait des actes du côté des Américains, parce que pour le moment, à part, on a l'impression aussi qu'il suffira d'un petit appel téléphonique entre Poutine et Trump pour que de nouveau Donald Trump change d'avis et trouve que Poutine, quand même, c'est un gars pas mal, c'est un mec à qui on peut faire confiance. Donc, bon, là aussi, il faut prendre tout ça avec beaucoup de prudence, de précaution, de recul. Ouais. Alors, il y avait un petit passage ce matin sur les réseaux sociaux de RT, la chaîne russe, RT Moscou, d'ailleurs, qui se moquait de Trump en disant ça sert à rien de réagir à ce que dit Trump, on va attendre demain, il se sera calmé.
Vous pensez qu'au final, les Russes risquent de prendre le président américain pour un clown ? De toute façon, je crois que au Kremlin, et dans Poutine lui-même et dans son entourage, ils ont bien compris aussi cette logique. Ils ont intégré cette logique de temporiser autour des déclarations, des propos, du comportement de Donald Trump, puisque c'est aussi dans leur intérêt d'attendre, encore une fois, je le répète, mais d'attendre ce désengagement américain, parce qu'il faut rappeler qu'à plusieurs reprises, Trump et tout le logiciel MAGA a rappelé que, au sujet de l'Ukraine et de cette guerre, que ce n'est pas leur guerre. Donc ces déclarations-là, elles sont ancrées. C'est une ligne politique qui est fortement assumée par Donald Trump, par les Américains. Je crois qu'on y verra aussi plus clair au moment du sommet de l'OTAN, qui aura lieu fin juin, où Donald Trump lui-même fera quelques déclarations au sujet de l'OTAN, de la guerre d'Ukraine. Mais le Kremlin... On risque d'être déçu. C'est-à-dire que pourtant, là, il devrait dire s'il est aux côtés de l'OTAN et quelle est la place de l'OTAN. En tout cas, au niveau de la préparation du sommet, les lignes directrices sont annoncées, c'est-à-dire comment développer le complexe militaro-industriel en Europe, comment soutenir les capacités de résilience de l'Ukraine, mais on a l'impression que cette feuille de route, elle est très européenne. Et donc quand on regarde de manière précise les préparatifs de ce sommet de l'OTAN, on voit bien qu'on va mettre la pression sur les Européens pour s'occuper de leur propre sécurité. Et donc de régler ce conflit et cette guerre. Alors, illustration, vous allez voir quand même du regard des Russes sur l'administration Trump. La crédibilité de Donald Trump et de ses fidèles. C'est un député de la Douma, le Parlement russe, qui s'est exprimé hier. Regardez tout ce qui se passe. Les Européens veulent vraiment une revanche, c'est évident. Mais il y a une nuance. Pour cela, ils doivent persuader Trump de prendre leur parti. Ce qui se passe, c'est qu'ils le flattent en lui offrant quelque chose, n'importe quoi. Nous devrions faire cela aussi. Un député de la Douma dans une émission célèbre d'une propagandiste à la solde du Kremlin. Mais voilà, c'est-à-dire que même les Russes semblent prendre Trump pour... peut-être pour ce qu'il est d'ailleurs. C'est quelqu'un qui ne s'occupe pas des dossiers, qui ne s'occupe pas de cette guerre et qui a bien d'autres choses à faire. Donc on peut continuer de jouer avec lui. Moi, je ferai toujours attention de prendre les puissants de ce monde élus de manière légitime pour des abrutis. Trump n'est pas un abruti. Il y a des choses qui l'intéressent et des choses qui ne l'intéressent pas. Il a un programme politique à mener en interne. Il a effectivement le verbe ou le petit doigt très dynamique, mais ce n'est pas pour autant que tous ces pas ne sont pas calculés et ne suivent pas une ligne directrice qui s'est fixée avec son administration. Ça veut dire que Poutine, et je vous laisse poursuivre, pardon de vous avoir coupé, mais joue dangereusement. Poutine est un ancien des renseignements. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur Trump et il essaie de le manipuler. Que les porte-paroles politiques et médiatiques de Poutine continuent à jouer de la réputation des Européens ou de Trump, c'est leur job. C'est leur job de faire de la propagande en interne en disant que de toute façon, il n'y a que Poutine qui compte, il n'y a que Kremlin où il y a des gens intelligents. Tout le reste, c'est de la décadence occidentale et tout le reste, ce sont des abrutis. Ça, c'est leur job. Et il ne faut pas le prendre non plus au premier degré. Poutine joue aux échecs, il joue à un jeu dangereux, mais il sait où il va aussi. Il sait qu'il a beaucoup plus de temps que Trump. Il ne veut pas le froisser parce que pour l'instant, c'est avantageux pour Kremlin et c'est avantageux pour Poutine. Pour autant, il ne va pas s'exécuter parce que il y a aussi... Mais Trump est imprévisible, c'est-à-dire que c'est un jeu dangereux. C'est quand ça, je vous le dis, c'est qu'à tout moment, Trump peut aussi changer de pied, se réveiller le matin en disant « Écoutez, la Russie, c'est juste pas possible, donc voilà, je surarme l'Ukraine, j'y vais, les restrictions, c'est possible, et 500% de taxes pour les pays voisins et amis de la Russie qui commercent avec la Russie, c'est possible. » Oui, mais le temps que ça se mette en œuvre, tout ça, Trump, il sera déjà plus président, il aura terminé son mandat, alors que Poutine, il a tout le temps. Et il a aussi le pouvoir absolu sur son pays, où il peut dire du jour au lendemain, on arrête de manger si c'est nécessaire pour continuer la guerre. Donc, il a son opinion publique qui est à sa botte aussi. Et c'est pour ça que les propagandistes sont là, c'est pour entretenir ce marasme du point de vue communicationnel.
par contre, il y a son camp des anti-occidentaux. Poutine travaille aussi avec ces gens-là et il ne veut pas non plus les perdre parce que idéologiquement, économiquement, c'est eux qui font en sorte qu'ils survivent malgré les sanctions. Donc, il est obligé de rester assez prudent en n'acceptant pas n'importe quoi de la part de Trump, quitte à avoir des sanctions supplémentaires. Mais je suis convaincue qu'il peut s'en sortir sans passer par le surarmement de l'Ukraine, parce que ça a un coût et les États-Unis n'ont pas aujourd'hui les moyens de le faire. C'est aussi du temps. Du coup, les 500% non plus, c'est pas crédible.